Comment se déroule le recrutement dans une team design? C'est la question principale que j'ai posée à Michael David. Cette interview est très intéressante car elle propose deux aspects. Le premier est plus à destination des lead designers, des head of design ou des directeurs du design qui sont en charge du recrutement. Michael partage sa vision, mais aussi sa matrice qu'il a créée et mise en place au cours de ses expériences précédentes. Et enfin, il partage avec nous ses doutes, ses difficultés. Le second aspect s'adresse à tous les designers. Grâce à cet échange, vous allez passer de l'autre côté du miroir et prendre la place du manager qui dirige la team design et qui est en charge du recrutement. Vous allez comprendre quels sont ces enjeux, mais aussi les difficultés lorsqu'on recrute un designer. Et surtout, il vous donne 5 conseils essentiels pour réussir un entretien d'embauche. Bref, une véritable mine d'or. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Salut Mickaël, comment vas-tu ? Bonjour Laurent, je vais très bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis tous les deux pour parler du recrutement dans le design numérique. Et avant de commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît ? Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation. Je pense que c'est un sujet qui est important, en tout cas sur les équipes de design qui sont en hyper croissance. Donc, pour commencer, moi, je m'appelle Michael. Je suis actuellement CPXO chez AgroLeague, startup qui a pour ambition d'aider les agriculteurs dans leur transition agroécologique. C'est un autre sujet. Là, je vais plutôt parler de mon expérience chez Doctolib, qui a duré 4 ans, et donc au sein de laquelle j'étais design director. Donc, j'avais une casquette assez large où je manageais des équipes de product design, de user research, de brand design, de UX writer et un peu de design ops en France, en Allemagne et en Italie. D'accord, ok, très bien. Donc la question c'était pourquoi tu voulais parler de ce sujet dans Design Plus aujourd'hui, s'il te plaît ? Alors, pourquoi je voulais parler de ça ? Parce que je trouve que c'est une problématique qui est assez particulière aux équipes de design et aux équipes de tech. Pour un peu mettre en contexte, quand je suis arrivé chez Doctolib début 2018, il y avait une product designer dans ma team. Et à la fin de mon expérience, j'avais quasiment 40 personnes. Donc, ça fait quasiment 40 personnes à recruter en l'espace de 4 ans. Qui est quand même un défi assez incroyable. On va creuser ça. On connaît tous Doctolib, donc à travers le système de mise en relation entre les médecins et les patients. On le connaît d'autant plus que c'est le service qui a été clé pour la coordination de la vaccination pendant la période de pandémie. Donc ça a été un challenge incroyable au quotidien. On parle beaucoup du challenge d'un point de vue product, d'un point de vue design, d'adresser les bonnes fonctionnalités à temps. Toutes ces fonctionnalités, tout ce service repose sur des talents. Et ces talents, il faut à la fois les trouver, il faut les séduire pour qu'ils nous rejoignent, il faut les former, il faut les garder. Voilà, donc c'est vrai que quand on est à la tête de ce genre d'équipe, le recrutement, plus on avance et plus il prend de la place. Parce que la qualité de ce qu'on exécute est directement liée à ce groupe de gens. Et moi, ce que je défends, c'est que on parle beaucoup effectivement de hard skills, en tout cas de savoir-faire, qui sont très importants.
Mais il y a vraiment un enjeu aussi sur les soft skills, le savoir-être. Et c'est là-dessus que voilà, j'aimerais qu'on en parle un peu aujourd'hui, parce que ça peut avoir un impact aussi sur la vélocité à laquelle on recrute. On est tous très pressés, on veut recruter les meilleurs tout de suite maintenant, etc. Il y a, je pense, quelques erreurs à éviter. Moi, j'en ai faites, et voilà, je voulais aussi partager ces erreurs-là pour peut-être éviter d'autres personnes de le faire. Ok, très bien. Donc, pour recontextualiser, Michael, donc tu étais directeur du design chez Doctolib entre début 2018 à fin 2021. C'est bien ça? Janvier 2018 et oui, décembre 2021, exactement. Ok. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu la team design, la composition de la team design lorsque toi tu es arrivé en janvier 2018 et juste avant ton départ, donc en décembre 2021? Ok. Alors là, du coup, je vais faire écho, hein, au graphe qu'il y a sur l'article. Donc, comme ça donne du concret sur les chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a clairement deux périodes dans l'équipe. Il y a la première période qui court du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2020, où on est sur une courbe, voilà, qui est, qui est bonne, mais on est sur entre 1 et 2 talents qui rejoignent l'équipe par trimestre. Et vraiment après, on a une accélération à partir de 2020, alors qui est liée pas forcément au contexte de la pandémie, mais qui était déjà aussi lié voilà, au business et à l'attraction business. Donc au début, c'est clair qu'on a besoin de product designer, donc c'est ce qui arrive en premier. Mais c'est vrai que très vite, on a eu l'opportunité d'intégrer une brand designer qui venait de chez mon docteur, hein, où on avait fait un rapprochement. Donc on a eu la chance d'intégrer cette expertise dans l'équipe design au global. Et pareil, au bout d'un an, d'intégrer l'expertise de user research dans l'équipe design, voilà, qui s'est justifiée après l'observation de parfois une perte de temps sur des débats en interne, sur comment dire, des biais qui peuvent s'installer dans des décisions. Donc en fait, c'est vrai que très vite, en fait, au bout de un an et un an et demi, on a déjà un product design, brand design, user research. Donc le scope s'ouvre un peu plus que du pur product design. Et à partir de 2020, on a vraiment sur on précise toutes les expertises, on grandit, on scale, on va dire, les équipes. Où on voit nettement, voilà, en product design où ça monte très très vite. En brand design, on va arriver, moi quand je suis parti avec 7 personnes. User research, grosse équipe, hein, il y avait 10-12 personnes. Alors il y avait aussi des enjeux patients, praticiens en France, en Allemagne, etc. Donc à chaque fois, c'est vrai que ça demande pas mal de bandes passantes pour pouvoir bien faire les choses. Et à partir de 2020, on commence à intégrer l'UX Writing. Quand on édite un outil de productivité comme Doctolib, ben, le texte, la microcopie, c'est, je ne sais pas quel pourcentage, mais peut-être 70% de l'expérience. C'est-à-dire que l'interface en elle-même n'est pas suffisante. Et cette qualité, cette précision de microcopie, elle est fondamentale, voilà, pour que l'utilisateur prenne bien en main le produit, l'utilise, et voilà. Et donc petit à petit, on a étoffé aussi cette équipe de X-Writer avec, au moment où je suis parti, un UX Writer Manager et un UX Writer par pays, France, Allemagne et Italie, pour pouvoir faire cette copie de bonne qualité. Une dernière petite équipe non moins importante, c'est les design ops. À partir du moment où on a un certain nombre de designers dans l'équipe, bah, c'est important, et c'est quelque chose qu'on a exploré aussi, hein, parce que c'est des métiers qui sont nouveaux, hein, design ops. Bah, l'impact que ça peut avoir sur l'équipe en entier, mais en tout cas d'avoir quelqu'un en transverse, garant de la méthodologie, des process, que ce soit avec les outils, sans les outils, etc. Bon, c'est clair que c'est game changer, hein, comme on dit. Ça permet aux product designers de gagner en efficacité, de pas trop se prendre la tête au quotidien sur de ces sujets-là transverses.
Et pareil, quand je suis parti, il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient déjà validées et qui allaient rejoindre la team en début 2022. Donc voilà, on voit une équipe voilà, avec vraiment multi skills, on va dire, mais en tout cas qui arrivait à adresser l'ensemble du scope design de manière un peu globale. Donc c'était vraiment une vraie chance de construire cette équipe, et surtout un impact très très fort sur l'ensemble de l'expérience, que ce soit dans le produit et aussi à l'extérieur du produit. C'est-à-dire que sur des éléments marketing, sur des éléments de communication, sur des éléments de marque employeur, il y avait une vraie continuité d'expérience. Le fait d'avoir intégré l'équipe de brand designer aussi à cette équipe de design global a beaucoup joué. Mais en tout cas, voilà, ça nous permettait d'avoir un terrain de jeu qui était très très large, et c'était vraiment super. Alors pour vous donner plus de détails, parce que les gens ne vont pas forcément comprendre, tu le précisais au début de ta réponse, il y a un article, et en fait Michael a écrit conjointement à cet épisode un article qui est très documenté, où il y a beaucoup d'images et d'informations très intéressantes sur le process que toi tu as mis en place, et tu expliques un petit peu comment se déroulent toutes les étapes. Donc je vous encourage vivement à aller lire cet article. Bien entendu, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et il y a une question qui m'intéresse, Michael, c'est qu'est-ce que ça représentait le recrutement à ton niveau de manager au sein de la team design de Doctolib, s'il te plaît? Ça a pris de la place au fur et à mesure des mois, comme je disais. Quand j'ai fait à la fin mes calculs, en gros, il y avait 37 personnes dans l'équipe. Et en gros, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie cachée, c'est que sur l'espace de 4 ans, finalement, j'ai recruté 54 personnes et pas 37. Donc ça veut dire qu'il y a eu 17 départs dans cette équipe. Donc on va parler de ça aussi, mais le turnover dans la tech est quand même très très élevé. Et en moyenne, pour un profil recruté, il y avait environ 10 entretiens. Alors, il y avait des entretiens que je faisais, que les managers de l'équipe design faisaient, mais en gros, c'est 10 entretiens pour un profil recruté. Alors, quand je dis 10 entretiens, c'est que ça peut être des entretiens qui, du coup, n'aboutissent pas à un recrutement. Ça peut être, voilà, d'ailleurs, c'est essentiellement ça, mais qui, à différents stades du process de recrutement, effectivement, le process peut s'arrêter. Donc, c'est un chiffre qui est important. Mais on va le voir après, qui moi me semble aussi primordial si on veut construire un groupe soudé de qualité qui va générer de la qualité en termes de product. Donc en gros, rien que sur 2020, j'avais fait quasiment 150 entretiens pour étoffer l'équipe, à peu près une douzaine de personnes. Donc ça devient presque un job en soi. Je sais pas exactement le pourcentage de temps que ça me prenait dans mon planning, mais je sais qu'à la fin, vu que j'avais encore une vingtaine de profils à recruter, ça représentait entre 1 à 3 entretiens par jour. Des fois je n'avais pas, mais globalement j'en avais quand même souvent. Donc c'est vrai qu'avec du recul, je me suis rendu compte que c'était quand même énorme. Voilà, la petite réflexion, c'est que j'avais l'impression d'être devenu un peu le DRH d'une petite PME interne au final, où je faisais pour un groupe de 40 personnes, du management, et puis beaucoup de recrutement pour aller chasser justement les bons profils qui allaient bien s'intégrer à l'équipe. Mais pour en avoir parlé, avec quelques-uns de head of design director de la French Tech, c'est des choses qu'on partage, hein, c'est des constats qu'on partage, hein, sur le fait que ça prend un pourcentage énorme de notre temps. Donc pas de surprise là-dessus. La surprise, elle est sur les chiffres en soi, en fait, de dire ah ouais, quand même, c'était quand même énorme, quoi. Ah oui, c'est des chiffres absolument dingues, quoi. 150 recrutements sur un an. Ouais.
Oui, je te confirme, tu étais bien une entité au sein de chez Doctolib chargée du recrutement. C'est complètement fou, quoi. Et maintenant, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel était ce process de recrutement et comment tu l'as mis en place. Alors c'est un process qui s'est construit semaine après semaine, mois après mois, hein, en même temps que aussi ça a étoffé l'équipe côté people, parce qu'on a chez Doctolib, il y avait quand même une grosse équipe people. Euh, c'est très, pour moi, c'est très empirique, quoi, hein. C'est que c'était de la co-création avec l'équipe People. Eux aussi ont des effets de goulot d'étranglement, donc ils modifient aussi les process de leur côté. Euh, je pense que la relation avec, en tout cas, moi j'avais une super relation avec le responsable de talent acquisition, avec qui je travaillais et qui m'était enfin qui était dédié à l'équipe design en fait. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi cette la compréhension en fait des profils qui sont souvent retenus. Voilà, au-delà même d'un process, tu vois, avec les différentes étapes et tout, etc. Je pense que cette connexion-là, cette collaboration-là, elle est super importante. Et après, c'est clair que tout au début de l'aventure Doctolib, on avait un process qui était peut-être un petit peu plus simple parce que moins de bandes passantes, moins de temps, voilà. Donc, à la fin, on avait des grosses équipes qui nous ont permis de faire le process que je vais décrire après, quoi. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur le process de recrutement, s'il te plaît? Ouais. Alors, nous, on avait le luxe incroyable et c'était vraiment quelque chose de top. C'était d'avoir à la fois des équipes de sourceurs, des équipes de talent acquisition, et après même après des équipes de people success. Donc, on voit que c'est des gens qui vont intervenir à différentes phases comment dire du contact avec le candidat jusqu'au closing, jusqu'après le suivi dans l'entreprise. Mais en tout cas, on avait une équipe de sourceurs qui était vraiment là pour scanner LinkedIn, scanner les réseaux, scanner les forums, les Slack, etc., pour aller chercher les bons profils, mais vraiment, voilà, faire comme un entonnoir, hein, déjà sélectionner quelques dizaines de profils, faire un peu le check sur l'historique, le parcours, etc. Ensuite, il y avait donc une présélection par le responsable de talent acquisition qui faisait un premier call. Donc voilà, un premier call un peu de prise de connaissance, comprendre si d'un point de vue culturel ça peut fitter, etc. Là, je fais écho aussi à ce que je viens de dire juste avant, hein, cette collaboration forte qu'il y a avec l'opérationnel. Donc c'était moi. Elle est importante parce que du coup là, la partie talent acquisition, voilà, se projette en disant ok, est-ce que c'est le genre de profil qui va matcher, etc. Une fois que ça c'est validé, du coup le CV donc arrivait sur Slack ou dans ma boîte aux lettres. Donc c'était encore une fois du luxe, hein. Et à ce moment-là, donc très souvent, je faisais confiance à l'équipe et donc on faisait un premier entretien avec ce candidat. On va en parler après. Moi, c'est un entretien qui est beaucoup basé sur les soft skills. Euh, voilà, pour comprendre un peu, se projeter. Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Voilà. Donc ça, c'est premier call. Ensuite, ce qu'on faisait chez Doctolib, c'est qu'on faisait un case technique. Donc, on envoyait par mail un exercice. Voilà, on disait voilà, il y a la refonte de tel espace. Euh, et donc voilà, la personne elle avait une semaine, 10 jours. Après, on s'adaptait aussi en fonction des contraintes de chacun pour nous fournir une réponse assez détaillée. Hein. Un peu comme les développeurs chez Doctolib sont full stack. Nous, on aimait bien aussi la notion de designer full stack. Là, je parle des product design, hein, sur la partie case. Donc, du coup, on balayait quand même l'ensemble du process, de faire un peu de user research, de faire un peu d'idéation, un peu de Figma, un peu de méthodologie et tout ça, d'avoir un case assez étendu, assez étalé sur l'ensemble du process. Donc après, la personne nous présente le résultat de son travail. Donc c'est le moment pour débattre un peu plus des hard skills, hein, du savoir-faire, de comprendre un peu les niveaux de maturité sur les outils, sur la façon d'expliquer son travail.
Et une fois que ça c'est fait et que c'est validé, il y avait 30 minutes de call avec le CPO, hein, donc qui était au-dessus de la team design. Et à partir de là, on se mettait d'accord et on pouvait dire qu'on faisait l'annonce et le go au candidat. Tout le process était en parallèle suivi par la responsable de talent acquisition. Donc ça, c'est aussi un vrai luxe. C'est-à-dire qu'il y avait toujours un petit call pour un peu prendre la température, pour bien montrer au candidat qu'il est vraiment dans un process, voilà, qu'il est vraiment suivi, qu'il est pris par la main. Et ça, en fait, ça génère chez le candidat dès le début, voilà, un sentiment de bienveillance, de structure. C'est extrêmement rassurant. Et c'est vrai que ça aussi, c'était un luxe d'avoir ce contact permanent qui est fait par le talent acquisition. Mais voilà, en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a à peu près 6 grandes étapes. Et honnêtement, je pense que même si ça prend beaucoup de temps, je pars toujours du principe que il vaut mieux prendre un peu de temps pour bien recruter plutôt que de recruter un peu rapidement et de peut-être de passer sous silence, voilà, quelques signaux faibles qui vont après se révéler être problématiques au quotidien. Voilà, donc on va en reparler un peu après, mais je pense que c'est un process qui est assez complet. D'accord, ok. Et pour aller un peu plus dans les détails, alors comment se déroulait concrètement le recrutement d'un futur designer, s'il te plaît? Alors, si on rentre dans les détails, donc là c'était un peu la théorie, un peu sur les grandes étapes. Bon là je vais parler quand même essentiellement de product design, parce qu'après bon après c'est sûr que même sur user research, brand design, voilà, on va retrouver un peu les mêmes marqueurs. Sur la partie du cas, ça va être un peu différent. Euh, Ce qui est important, je pense, effectivement, en tout cas moi ce qui est important pour moi, c'est vraiment la partie soft skills. Euh, donc, il y a différentes définitions hein, sur le soft skills. Moi, ce que j'avais trouvé, en tout cas, sur Internet, c'était donc les qualités humaines liées à la personnalité, ses capacités d'écoute, d'empathie, de concession et de collaboration d'une manière générale. Ça, c'est des notions qui sont assez subtiles, qui sont aussi parfois difficiles à déceler dans un entretien. Par contre, c'est vraiment là-dessus que moi je vais faire l'emphase au premier entretien. C'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer parce que je considère que c'est des choses qu'on peut difficilement changer après. Les hard skills, c'est un peu différent, on va en reparler après. Il y a 1000 manières d'améliorer ces hard skills aujourd'hui. On a les connaissances à disposition. Et pourquoi c'est important cette histoire de soft skills, hard skills, pardon. Pareil sur l'article, je vous propose un petit schéma. Bon, c'est ma lecture, hein, encore une fois, c'est pas la vérité, hein. Mais je pars toujours du principe qu'on est un peu capé par le minimum des deux. C'est-à-dire que je vais préférer recruter un profil qui a hard skills, soft skills un peu équilibré, même si les hard skills sont un peu plus bas qu'un autre profil où je vais sentir effectivement que voilà, c'est une brute sur Figma, il sait tout faire, etc. Mais qu'en soft, je sens que sur la collaboration, je sens que sur les échanges, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, le fait que ce soit plus compliqué là-dessus, bah moi, ça va minorer en fait la partie hard, parce que je sens en tout cas que cette difficulté de collaboration peut générer du bruit et au final peut même s'avérer toxique sur l'ensemble du groupe. Et en fait, si on commence à affecter le groupe dans son ensemble, c'est toute la productivité qui s'effrite et voire même peut diminuer. Et donc productivité, qualité, ambiance, etc., etc. Donc c'est pour ça que voilà sur le premier entretien, donc il y a eu le sourceur, il y a eu la talent acquisition. Premier entretien, moi la seule vraie question moi que je me pose, hein, c'est vraiment est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne. Ça c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, et puis voilà. Ok. Alors, lorsque nous avons préparé l'interview ensemble,
Tu m'as confié que, en fait, pour recruter, tu utilisais une matrice, en tout cas que tu avais utilisé une matrice, peut-être d'ailleurs que tu l'utilises encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette matrice dédiée au recrutement, s'il te plaît? Eh ben avec plaisir. Donc cette matrice, elle est disponible sur l'article aussi. Alors c'est en anglais, mais je pense que c'est pas très compliqué. Mais en gros, c'est un diagramme avec hard skills, soft skills, et en gros une classification sur en gros les types de candidats qu'on va pouvoir rencontrer. Donc on a sur la partie verticale les hard skills, donc c'est vraiment la capacité à maîtriser un outil, à maîtriser son métier, voilà. Et après sur la partie horizontale, ce qu'on disait à l'instant sur plus un savoir-être, savoir collaborer. Donc moi, mon objectif, il sera toujours le même, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit au-dessus, c'est de trouver des gens qui sont dans cette zone verte. On va un peu regarder un peu les autres zones, mais en tout cas cette zone verte, elle est effectivement assez équilibrée, en tout cas au début sur hard skills, soft skills. Mais c'est vrai que du coup après avec le temps, je me rends compte que en tout cas moi j'aime bien collaborer avec des gens qui ont voilà un sens du travail en groupe, de la discussion, de la concession, de l'intelligence collective, et qui va générer pour moi plus de valeur au final que voilà, quelqu'un qui n'a pas forcément tout ça, mais qui va être ceinture noire de tel outil ou de telle méthodologie. Euh, donc sur la première colonne, donc là c'est vraiment des soft skills faibles. C'est un peu là ce que je viens de dire, mais c'est des profils qu'on peut croiser, hein, et on peut être très vite séduit par ce genre de profil. Après, c'est vrai que d'expérience, c'est des profils qui peuvent, suite à des situations parfois problématiques, qui peuvent être tout à fait avérées, hein, mais qui peuvent aussi prendre en grippe une décision, qui peuvent prendre en grippe une situation, un manager, ce genre de choses, et qui peuvent petit à petit, voilà, enfin tomber un peu ce que j'appelle le côté obscur. On pourra en reparler un peu tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment toxique, je pense, pour un groupe qui est voilà censé travailler encore une fois très très vite, de manière qualitative, donc à éviter à tout prix. Et quand on est en entretien, il faut pas, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, hein, il faut pas se laisser séduire uniquement par ce côté de ah ouais, il maîtrise tellement bien tel outil, c'est exactement ce qu'il nous faut, etc., etc. Donc sur la partie après soft skills, en tout cas on va dire hard skills bas, bah là effectivement on a quand même aussi sur des métiers qui sont liés à une certaine technicité. Donc il y a quand même voilà un niveau minimum à avoir, et c'est là où le case rentre en jeu, pour un peu voilà, nous on aimait bien sur Figma de voir un peu comment c'était rangé les pages, auto layout, ce genre de choses, même pour un case, hein, mais de voir si il y a des réflexes un peu naturels là-dessus, donc ça c'est important. Et par contre, effectivement, si on a un soft skills très élevé et un hard skills assez bas, c'est pareil. Ça peut être dangereux parce que c'est ce qu'il y a dans la matrice, c'est he or she looks cool, et cool is not a job. Hein. Être cool, c'est pas un métier. Et en fait, on en croise des gens comme ça, c'est vrai, dans le monde du travail, qui sont hyper sociaux, voilà, plein d'humour et tout, etc. Mais qui derrière, voilà, vont pas produire ou pas produire de manière assez qualitative. Donc là, c'est là où on a un déséquilibre. Et ça peut aussi générer du bruit. Ça peut aussi générer de la frustration par rapport à d'autres profils qui voilà, vont être un peu plus bosseurs et qui vont être frustrés de voir que c'est une personne qui va prendre l'espace, qui va peut-être s'imposer dans certains débats parce que justement des soft skills très élevés, mais qui n'a pas le travail derrière qui appuie ce truc-là.
Donc voilà, donc on voit effectivement quand on tombe un peu dans l'extrême sur ces zones rouges, il y a des très bons côtés, mais en fait le prix à payer est souvent très cher au niveau de l'équipe. Moi je l'ai expérimenté et voilà c'est mon retour d'expérience. Donc je pense que il faut être hyper attentif à ça, ne pas se laisser séduire par voilà, les choses qui ressortent comme ça instantanément. Juste pour reprendre un peu sur les hard skills, moi j'aime bien cette citation de Simon Sinek qui dit You don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills. En gros, il dit voilà, on recrute pas pour une expertise, on recrute pour une attitude, un comportement, et en fait on peut toujours apprendre de l'expertise. Et moi, très souvent, en entretien, les gens me disent ah non, mais moi, je suis là pour apprendre, je veux apprendre et tout ça. Donc, en vrai, dans les faits, la majorité des gens que je rencontre, ils veulent apprendre et ils ont soif d'apprendre. Donc, c'est pour ça que je pense que il vaut mieux miser sur les soft skills au début pour se dire mais en fait les hard skills ils peuvent aujourd'hui il y a 1000 manières d'apprendre. Il y a des MOOC, il y a des tutos et surtout il y a le groupe. Et c'est là où c'est important aussi, je pense que le fait de miser sur les soft skills, et ben on crée un groupe bienveillant, on crée un groupe uni, soudé, qui est là pour s'entraider, qui est toujours partant pour aider, pour faire apprendre l'autre, plutôt qu'un groupe de gens qui va protéger ses acquis, qui va pas vouloir montrer comment il fait tel ou tel truc pour pouvoir un peu tirer la couverture à soi et ce genre de choses. Et ça c'est moi humainement insupportable, mais deux c'est contre-productif. C'est-à-dire que à l'échelle d'un groupe, il faut absolument faire émerger l'intelligence collective et faire travailler les gens ensemble. Et voilà. Et c'est vrai que en plus, chez Doctolib, on avait beaucoup de rituels, surtout avec le télétravail. Il fallait qu'on se voit beaucoup ensemble, et on avait des rituels où il y avait beaucoup de co-construction, de collaboration forte, même sur des éléments de design ops, sur des composants, etc., qui du coup mettait en matérialisé en tout cas mettait en musique cette collaboration. Et donc tout le monde en termes de hard skills grimpe petit à petit contextualisé par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport au challenge du moment. Donc je pense que voilà cette citation de Simon Sinek, encore une fois, en tout cas elle représente exactement moi ce que j'essaye de mettre en place quand je recrute des gens, d'où l'importance des soft skills et d'où le fait que au premier entretien, la première question et la seule question que je me pose, c'est vraiment est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne. Si la réponse est non, je vais même pas aller dans l'étape d'après pour vérifier si les hard skills sont bien. Est-ce qu'il y a des candidats que tu refusais de recruter? Qui étaient-ils et comment tu les démasquais? Alors, c'est là où on rentre un peu dans les signaux faibles, donc un peu les retours un peu d'expérience concrète. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un type de profil que je cherchais quand même à comment dire, à débusquer, à éviter, ouais, voilà, que je leur ai donné le joli nom de Black Holes, parce que en fait, pourquoi? Parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté obscur de la force. Mais c'est vraiment ça, c'est des profils, on en a croisé, c'est tous, je pense. En fait, c'est des profils qui sont assez clivants parce que très souvent, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés, qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont dans une recherche de qualité, dans une recherche de perfection. Et la perfection, c'est très dangereux parce que ça n'existe pas. Et en fait, quand on cherche à tout prix la perfection, on va de toute façon générer beaucoup de frustration. Parce que on va toujours courir après le pixel qui manque, on va toujours courir après la petite fonctionnalité qui va bien et tout, etc. On le sait, dans la tech, on a une bande passante sur les devs ou même sur le product qui est souvent inférieure à nos ambitions. On est toujours en train de courir après ça. C'est très très rare que ça soit l'inverse. En tout cas, chez Doctolib, c'était comme ça.
Et donc du coup, je me suis retrouvé dans des situations où j'ai des profils qui sont petit à petit, semaine après semaine, sont montés en pression parce que pas en accord avec la qualité de ce qu'on faisait et peut-être une incompréhension aussi sur ce qu'on était vraiment capable de faire et une disproportion entre des objectifs qu'on se fixe et la réalité. Alors c'est toujours bien de pointer du doigt Apple, Airbnb, toutes ces entreprises-là qui ont fait le design un des piliers fondamentaux de leur service. Moi, ce que je leur disais à chaque fois, attention, ces entreprises-là, ce sont des phares dans la nuit. C'est-à-dire que ça représente 0,00001% des entreprises mondiales. Donc, si c'est une référence pour nous designers, ça l'est mais tellement pas pour 99,9% des gens en termes en tout cas de travail au quotidien. Ce sont des inspirations, mais en tout cas à appliquer au quotidien, c'est assez rare de rencontrer ce genre de boîte. Et donc, si on s'enferme petit à petit dans cette recherche de perfection, ben voilà, on peut générer de la frustration et cette frustration peut se générer un peu en colère. Et la colère, en fait, elle est mauvaise. Elle est mauvaise conseillère. Elle est toxique. Elle est contagieuse. Et du coup, on peut rentrer petit à petit dans des schémas de critique incessante, de mauvaise foi, de dénigrement et ce genre de choses. Cette énergie-là, je pense qu'il y a pas plus toxique. Malheureusement, c'est des choses qu'on voit dans les équipes. Mais moi, je me bats au quotidien contre cette énergie-là. Et c'est compliqué parce que il y a des situations qui sont, il y a des situations enfin, où je comprends qu'il peut y avoir de l'agacement et ce genre de choses. Mais il faut se battre contre ça. Et donc du coup, comment je fais pendant les entretiens pour un peu anticiper ça? Et ça, c'est dur. Ça, c'est très très dur parce que souvent c'est des comportements qui vont se déclarer justement suite à des mises en contexte, des mises en situation. Alors pour ça, moi, pour éviter donc ce genre d'expérience, moi je vous partage quelques tips en tout cas que moi j'ai expérimenté pendant mes centaines et centaines d'entretiens. Déjà, moi, il y a un truc qui est important pour moi. C'est le sourire. Moi, je pense qu'un candidat, même s'il est stressé, même si effectivement c'est pas un moment facile et tout, etc. Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui dégage une énergie qui soit positive, en tout cas, voilà, quelque chose de bienveillant. Et très souvent, ce que je fais, c'est que il y a un moment dans la discussion, je fais un grand sourire, voilà, suite à une phrase, suite à etc. Moi, je crois beaucoup à l'effet miroir. Moi, je crois beaucoup à l'effet, et puis d'ailleurs, c'est aussi prouvé par la science. Le cerveau en fait réagit beaucoup en fait à ça. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un d'agressif en face de vous, vous allez être agressif, etc., etc. Et ben en fait, si le sourire m'est pas rendu, pour moi, c'est un signal faible. Je me dis tiens, ok, donc ça, on est quelqu'un qui est même en période de stress, voilà, et même si je l'invite à sourire et à se mettre à l'aise, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Ça peut paraître voilà, peut-être anodin, mais moi j'ai envie qu'au quotidien, même quand on va être stressé, même quand on va se retrouver dans des situations compliquées, je veux qu'on garde un état constructif, un état d'esprit constructif, un mindset positif. Et pour moi, c'est un des signaux faibles de ça. Alors, Michael, tu as enchaîné sur la question suivante, mais c'est pas grave du tout. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, alors écoutez vraiment très attentivement ce passage parce que ça vaut de l'or, c'est vraiment super important. Michael est en train de vous donner actuellement les meilleurs gestes, les meilleures attitudes pour être recruté au sein d'une team design. Et il faut savoir quand même qu'il y a quand même une majorité de head of design ou de directeur design qui fonctionnent un peu de la même façon que Michael. Alors tendez bien vos oreilles, c'est vraiment super enrichissant et super intéressant. Non, mais il y a pas de. Effectivement, j'ai pas précisé, j'ai enchaîné directement. Donc voilà, le sourire, moi je pense que c'est fondamental. En tout cas, dans mon équipe, j'ai besoin de ça.
Un deuxième élément qui me semble important, c'est un peu poser des questions qui fâchent un peu, qui grattent un peu, voilà, et de voir un peu la réaction. Question classique, c'est voilà, je vois que vous avez passé seulement 4 mois dans telle entreprise, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'allait pas. Et alors là, il y a plusieurs scénarios. Et effectivement, je pense que même moi, je l'ai vécu. Hein, je suis passé dans une entreprise où j'ai passé très peu de temps. On apprend toujours quelque chose d'une expérience. Voilà. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, pour nous, d'un point de vue savoir-être, savoir-faire, on y apprend toujours quelque chose. La façon dont on le raconte et la façon dont on va retransmettre cette expérience-là, après, elle est hyper importante. Et effectivement, on le dit souvent, mais c'est une réalité. Moi, j'ai croisé plus d'une fois des gens qui ont eu, voilà, suite à ce genre d'expérience un peu avortée, vont avoir un discours c'était la faute de l'entreprise, c'était la faute, voilà, ils ont rien. Ouais, en train de dénigrer l'ancien employeur, quoi. Voilà. Je comprends la frustration, je comprends que il y a des choses qui sont pas bien passées, et tout, etc. Voilà. Mais pareil, très mauvais signal. Tout à l'heure, on parlait là des black holes là, et qui peuvent avoir dans des moments de stress et tout ça, ce genre de travers en fait. Donc si c'est un travers qu'on a déjà en entretien, euh, moi je me dis waouh, ah ouais, donc en fait ça veut dire quand même que au quotidien, sans avoir le comment dire sans avoir comment dire, la nécessité d'être policé, je veux dire, en entretien, ça veut dire que c'est une personne qui utilise beaucoup ce genre de rhétorique. Ça m'intéresse pas du tout. Ça, c'est le genre de signaux faibles où à l'intérieur de moi, ça allume une petite ampoule un peu rouge. Je me dis, ok. Donc le dénigrement, ça c'est quelque chose qui est quand même pas très positif. Donc après, on peut présenter, et je pense qu'il faut assumer complètement une expérience qui n'a duré que 4 mois. On peut complètement en disant, bah voilà, je suis rentré, il y avait ça, et il s'avère que sur le projet, voilà, finalement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas d'accord. Voilà, une période d'essai, de toute façon, ça sert à ça. Hein. Voilà, donc on le vit toujours un peu mal, forcément, hein, quand on est salarié, hein, ça c'est évident. Mais il faut en faire une force. Il faut toujours faire une force de ces expériences, hein, même si elles se sont mal passées. On a appris un truc. Et là, on a appris que, bah voilà, je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais. Bon, bah voilà, très bien. Et c'est assumé, c'est dit, et c'est aussi un peu une preuve on va parler aussi un peu d'authenticité. C'est que, voilà, moi j'ai pas envie d'avoir une relation avec les gens de mon équipe. J'ai pas envie d'avoir une relation, voilà, qui soit un peu biaisée ou sur lesquelles on va essayer de cacher des trucs et tout. Non, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je pense que quand on recrute, moi j'ai toujours un moment où je vais un petit peu, voilà, je vais un petit peu poser la question qui gratte un peu, voir un peu comment la personne, voilà, réagit, voir si elle assume et comment elle explique tout ça. Je crois que tu en étais au troisième point. Troisième point, effectivement, j'essaye. Alors c'est plus souvent sur la deuxième partie, sur la partie case technique, de mettre le candidat en situation de contradiction. C'est-à-dire, de voilà, ouvertement, à un moment, dire ah ouais, ça c'est intéressant, mais je suis pas tout à fait, je suis pas à l'aise, je suis pas d'accord, tu vois, par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça comme ça, etc. Bon, ça peut être justifié ou moyennement justifié. Hein. L'objectif, c'est pas d'essayer d'avoir raison. L'objectif, c'est de voir et d'observer un peu la réaction en face. Est-ce que les questions, c'est est-ce que le candidat prend en compte la remarque? Déjà, moi j'ai des candidats qui bypassent complètement la remarque, qui sont dans leur storytelling et qui en fait ont appris par cœur leur exercice et qui recrachent le truc. Moi c'est pareil, ça m'intéresse pas beaucoup. Moi je veux quelqu'un qui incarne son sujet. Voilà, j'ai travaillé là-dessus, je le comprends, je suis agile, je suis flexible, etc. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il est arc-bouté ou pas sur son opinion? Et ça arrive aussi. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui soutient, voilà, mordicus, voilà, sa proposition de fonctionnalité ou d'ergonomie. Non, non, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Alors attention, hein, il faut avoir des convictions. Ça là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut savoir les expliquer. Et surtout, moi, ce qui me semble important, c'est qu'il faut être ouvert un peu au doute. Je préfère quelqu'un qui me dise ah merci, ouais c'est intéressant,
On y avait réfléchi, il y avait cette possibilité. Par contre, effectivement, dans tel contexte, ça marche pas et tout, etc. Là, on rentre dans un débat un peu constructif. La personne qui s'arc-boute, qui dit non, non, mais ça marche pas du tout, c'est pas. Vous voyez, c'est un truc qui est qui génère aussi un peu de la crispation, voilà. Et c'est pas bon en fait. Donc ça c'est pareil parce que c'est pour moi un mauvais signal parce qu'en fait c'est quelque chose que la personne va reproduire après au quotidien avec l'équipe. Donc sur des débats, sur des négociations, sur des interfaces et tout, etc. Il y a quand même besoin d'avoir voilà des gens qui sont ouverts au débat, ouverts à la concession pour faire avancer le sujet. Peut-être que la proposition initiale était bonne, peut-être, mais s'il y a des doutes dans la tête des autres designers, je pense que c'est important que le talent, en tout cas, prenne le temps de le faire, et surtout en design. En design, une grosse partie du métier, c'est quand même d'expliquer ce qu'on fait à l'autre et de trouver un alignement avec les autres parties prenantes du projet. Donc, du coup, c'est aussi je pense un moment important de comprendre sa flexibilité, sa capacité de collaboration. Oui, et puis j'ajouterais en fait aussi que le rôle d'un designer, c'est, comme tu le disais, de collaborer, d'échanger, mais aussi et surtout pour moi, d'écouter. Exactement. Voilà. Donc ça, pas hésiter un peu à bousculer sur des contradictions, fondées ou non, mais voilà, de voir un peu la réaction. Bon, globalement, elles sont toujours fondées, hein. C'est-à-dire on peut toujours challenger une solution proposée par un candidat, surtout que dans la majorité des temps, sur les cases, il manque un peu de contexte, il manque un peu de data, il manque un peu de quelque chose. Donc la solution proposée, elle est de toute façon que théorique. Donc ça c'est mais c'est comme voilà des candidats moi qui m'ont déjà dit oui vous faites du travail déguisé à travers le case et tout ça, c'est pour moi très 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 mauvais signal parce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise compréhension déjà de comment dire de la vraie vrai objectif du case, et en aucun cas il n'y a pas les tenants, les aboutissants, le contexte data, user et tout, etc. C'est pas en un case d'une semaine qu'on va créer et ça c'est pareil, c'est super mauvais signaux pour moi. Je dis waouh, ah ouais, donc là on a à peine commencé que déjà on est un peu sur un truc un peu agressif, donc plutôt que d'essayer de poser la question mais du coup vous allez vous en servir, enfin voilà, c'est Ouais, c'est le 4e point, je crois. quatrième point. Ouais, pardon. Il y a le test de je ne sais pas. Moi, j'adore quand enfin, j'adore. Je trouve que non, non, mais c'est vrai. Enfin, j'aime bien quand un candidat dit pendant l'entretien, je ne sais pas. Il y a un peu dans pas mal de profils encore ce stress de prouver qu'on sait tout et pour avoir le job en fait. Dire ah ouais, je sais tout, etc. Et en fait, même moi, je sais pas tout en fait. Donc je dis mais voilà, j'ai un peu d'expérience et il y a plein de trucs que je sais pas. Et en fait, c'est ok. Et il faut savoir le dire. Et je pense que quelqu'un qui sait dire pendant un entretien, je sais pas, je trouve que c'est super puissant. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai une candidate qui m'a fait une réponse extraordinaire. Elle m'a dit bah, c'est une très bonne question, j'en sais rien, mais je vais me renseigner. Bah voilà, pour moi, là, elle a marqué tous les points. C'est exactement l'état d'esprit, plutôt qu'effectivement de chercher à tout prix, de pas perdre la face en disant non non, mais je sais, j'ai fait ça. Quitte à mentir, hein, il y a des gens qui mentent. Hein, alors ça, c'est insupportable. Mais ça se voit en plus, hein, parce que on voit dans l'hésitation, etc. Et donc ça, pareil, ça c'est des signaux faibles. Si on transpose sur le quotidien avec des collaborateurs, on crée pas une bonne culture. On crée pas une bonne culture. On a quelqu'un qui cherche toujours à peut-être faire croire qu'il sait faire ou ce genre de choses. Il faut avoir cette humilité là. Il faut avoir pareil que, enfin, s'appuyer sur l'intelligence collective, le groupe, et dire ah ouais non ça je sais pas, mais par contre ça m'intéresserait qu'on passe une demi-heure ensemble pour que tu m'expliques ce genre de choses quoi.
Donc, je pense que pour un candidat, je pense qu'il faut pas avoir peur de dire je sais pas. Et je pense même, en tout cas moi pour moi, je trouve ça c'est un super signal. Et accompagner le je sais pas par mais je vais apprendre, mais je vais me renseigner, mais je vais faire un truc. Encore une fois sur les hard skills on l'a dit plus haut. Et aujourd'hui tout le contenu est disponible sur internet, donc on peut vraiment être autonome sur l'apprentissage, quoi. Est-ce que pour toi, il y a un autre point qui est important? Ouais, l'authenticité. Alors, on en a un petit peu parlé avec je sais pas ou d'autres choses, mais j'aime bien moi poser une question qui est un peu, qui sort un peu de l'ordinaire, mais je demande souvent finalement pour toi c'est quoi le job rêvé? Ça serait quoi aujourd'hui le job rêvé? Et, et on a plusieurs types de réponses, mais et donc il y en a une qui va être un peu complètement en décalage, qui va dire bah moi ça serait de faire du surf en Australie toute l'année. Et ben moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool, moi je trouve ça authentique parce que voilà, je me dis bon bah oui, enfin c'est une personne effectivement qui aime son taf et qui le fait bien, mais c'est vrai que voilà, si elle pouvait s'éclater sur une passion qu'elle peut avoir à côté, je comprends complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça en tête. On n'est pas tous, voilà, complètement subjugués par notre travail, et tout, etc. Et je trouve ça fine. Et même, je trouve ça sain parce que c'est ce qui fait aussi la richesse d'un groupe de travail, des gens qui ont voilà des affinités particulières avec, ça peut être de l'art, du sport, enfin ce genre de choses. Moi, je sais que j'avais 2 ou 3 basketteurs dans mon équipe, bah, c'était génial parce que c'était des gens qui se voyaient aussi en dehors du boulot et qui créaient des liens qui sont 1000 fois plus forts que des liens qu'on a en meeting ou même autour d'une machine à café où forcément on est dans le cadre de l'entreprise et voilà, on est forcément un peu contraint. Donc d'avoir 3 joueurs de basket qui font le midi quelques paniers ensemble et tout, je trouve ça génial. Donc la personne, je dis c'est quoi son job rêvé, c'est de faire du surf ou de faire du basket. Moi je prends et je trouve ça authentique. Je trouve que la personne, voilà, elle me dit sa vérité, etc. Alors après, j'accepte bien entendu quand la personne dit bah moi c'est de travailler, voilà, de faire du product design, j'adore ça et tout, etc. Il faut pas tomber dans comment dire la situation où c'est ah moi j'ai toujours rêvé de travailler dans vos entreprises, c'est un rêve depuis que je suis tout petit. Bon, je force un peu le trait, mais voilà, on voit un peu la situation. Bon, bah là, pareil, j'ai un petit signal. Alors, c'est pas rouge, hein, mais c'est orange. Je me dis non, non, mais moi, je veux quelqu'un d'authentique. Enfin, je veux dire, c'est très très rare, voilà, d'avoir ça. Alors, Doctolib, c'était un peu différent parce qu'effectivement, dans la période de pandémie, faisait partie des entreprises qui avaient quand même un sens tout particulier, donc ça pouvait arriver. Mais moi, j'aime bien aussi les réponses du type, moi, le dream job, en fait, bah, c'est de travailler au sein d'une équipe passionnée, bienveillante, avec une bonne énergie, de me faire voilà porter vers le haut par une équipe de managers, faire du travail de qualité, etc. Et en fait, je trouve ça top comme réponse. Moi, ça fait partie même des meilleures réponses parce que mon challenge après en tant que de manager, bah, ça va être d'apporter ça. Et je sais que c'est une personne qui va pouvoir s'éclater, voilà, tout au long de sa carrière, parce que son objectif, c'est plus un objectif de qualité de collaboration, de qualité de réalisation, que d'autres choses. Et ça peut être, enfin moi j'ai déjà croisé effectivement des profils qui étaient plus auto-centrés sur leur carrière, sur leur objectif à eux. Et bon, bah ça, c'est des trucs, ouais, je suis pas très à l'aise. Je me dis non, non, moi je veux quelqu'un qui soit vraiment team player, qui soit vraiment, qui s'épanouit à travers le travail collaboratif. Et c'est vrai que le design, pour le coup, tu peux pas être étanche par rapport au reste de l'entreprise. Il y a une porosité très forte déjà entre designers, très forte entre designers et product, entre designers et tech. Voilà, donc il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc comment mesurer l'authenticité, ça c'est quelque chose qui est assez subtil, hein, mais qui peut se faire à travers donc toutes les différentes questions là qu'on a vues au-dessus. Il y a
un dernier élément, moi, qui est lié à l'authenticité, mais qui est important pour moi, et qui est un peu lié aussi au fait de faire un process de recrutement en différentes étapes. C'est la constance. Et la constance, je pense que chez un candidat, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que c'est quelque chose que je veux retrouver après moi sur le terrain dans l'équipe. Euh, ce que j'appelle la constance, c'est que voilà, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, on a en face de nous la même personne. On n'est pas sans cesse sur des montagnes russes euh, avec euh, un jour, voilà, c'est gris, le lendemain, c'est blanc. Voilà. On a déjà beaucoup de choses à faire euh, sur le travail au quotidien, sur la qualité du travail au quotidien. Et je pense que si on doit en plus dealer avec ça, ça devient très compliqué. Donc la constance, en fait, moi, c'est quelque chose que je mesure un peu tout au long du fil du process, et de voir si entre le premier call, le deuxième call, bah, j'ai en face de moi une personne qui est la même ou qui est un peu différente. Est-ce que le stress va jouer sur son comportement? Est-ce que voilà, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est surprenant, hein, mais entre le premier, deuxième entretien, troisième entretien, qui se métamorphosent complètement. Et ça c'est pareil, c'est un peu des signaux faibles qui sont pas très positifs pour moi. Alors quand je parle de constance, je dis pas il faut être calme tout le temps. Il y a des gens qui vont être un peu Tu veux dire énervé, par exemple? ouais, ou non, mais un peu sanguin par exemple. Et ça fait partie de leur nature, et c'est fine en fait. Mais c'est vrai que je préfère quelqu'un qui soit un peu sanguin tout le temps, parce que du coup je sais à qui j'ai affaire, et je sais, hein, plutôt que quelqu'un qui soit hyper sympa, hein, et puis le jour d'après, voilà, qui soit complètement sensible, et qui va prendre feu parce que il y a eu telle ou telle idée de proposer, ou je sais pas quelle situation. Et ça, ouais, ça c'est quand même compliqué. Donc là, on a vu là, en vrai, enfin moi je vous ai proposé, hein, voilà, cinq éléments un peu pour pendant les entretiens, pour repérer des signaux faibles. Cette histoire de constance, pour moi, elle est le fil conducteur, voilà, qui doit être le lien entre les différents process, et de comprendre si effectivement la personne en face de nous, voilà, est un caractère qui, quelle que soit la situation, voilà, va rester la même. Ok, d'accord. Depuis le début, tu parles beaucoup des soft skills, et ça serait peut-être intéressant de savoir où est-ce que tu as été chercher ces expériences ou ce retour pour les intégrer autant dans ton process de recrutement. Ok. C'est beaucoup de l'expérience. Honnêtement, c'est beaucoup d'expérience, et voilà, de me rendre compte qu'au quotidien, euh, ce qui m'était difficile à gérer en tant que manager, c'était cet aspect-là. J'ai pas de difficulté à gérer la partie expertise. Honnêtement, ça aujourd'hui, encore une fois, la magie d'Internet fait que on peut apprendre. À partir du moment où les sourceurs et puis la partie talent acquisition vont aussi aller faire une présélection sur des candidats qui ont soit un parcours pédagogique dans une école précise, soit dans des entreprises où ils ont déjà une expérience significative. Bon, ça, en fait, c'est assez rare au final d'avoir des problèmes de pure hard skills au quotidien. Par contre, le reste, les soft skills, ça génère du bruit, ça génère de la mauvaise énergie, et ça prend un temps infini, mais infini pour un manager à détricoter ça. Euh, la confiance, c'est très très dur à gagner, et c'est très très facile à perdre. Donc, une fois qu'on a perdu la confiance d'un des collaborateurs, on sort les rames, quoi, pour petit à petit reconstruire, donner ses preuves en tant que manager et tout, etc. Alors attention, il y a certaines situations
où on comprend que le collaborateur passe comme ça dans le côté obscur de la force. Mais il faut aussi comprendre, on parlait tout à l'heure de perfection, etc. Il faut comprendre aussi que très souvent, un manager, il fait de son mieux. Il fait de son mieux par rapport à l'entreprise, par rapport à son manager, par rapport aux moyens qu'il a, par rapport à l'inertie, par rapport à des décisions business et tout, etc. Donc c'est le rôle aussi du manager d'être extrêmement clair vis-à-vis de de toute son équipe sur les décisions qui sont prises, pourquoi elles sont prises, etc. Et surtout là, effectivement, les plus jeunes aujourd'hui sont extrêmement attentifs à ça et sont très très demandeurs de transparence. Mais en fait, oui, c'est pour moi c'est des situations passées très douloureuses où je me suis dit mois après mois, mais en fait, ce qui est important, c'est ça. Et je pense que tout à l'heure j'ai cité Simon Sinek et je pense que ça fait partie des personnalités qui ont beaucoup théorisé ou beaucoup en tout cas fait de conférences sur ce sujet-là et ça a beaucoup fait écho à des problématiques que je vivais au quotidien. Et donc du coup je pense que c'est quelqu'un j'ai pas de référence de livres ou j'ai peut-être des conférences vidéo que je pourrais mettre aussi dans l'article, mais qui font mouche parce qu'on se dit mais c'est exactement ça. C'est que effectivement comme on disait tout à l'heure, on recrute pour une attitude, on recrute plus pour un savoir-faire. Donc beaucoup d'expériences, beaucoup de situations problématiques. Souvent on apprend comme ça, on apprend aussi parce qu'on a vécu des moments douloureux et on se dit ok plus jamais ça. Et donc c'est aussi comme ça qu'on avance et pas que pas que dans le recrutement, mais aussi dans beaucoup de sujets dans la vie. J'ai l'impression. Oui, oui, certainement, Michael. Et je m'aperçois au fil des échanges que j'ai avec toi et d'autres directeurs du design que en fait la phase de recrutement, ça devait être certaines fois un ascenseur émotionnel assez intense et forcément un impact sur leur recrutement, quoi, en fait. T'as tout à fait raison parce que c'est des métiers en plus où euh, il y a quand même cette petite touche d'artistique. Quand on se revendique designer, c'est que on a quand même au fond de soi cette ambition d'aller. Alors on dit souvent voilà résoudre des problèmes. Moi je dis résoudre des problèmes de façon élégante. Donc on a quand même une démarche qui est assez rationnelle, mais c'est quand même tout ça saupoudré d'une démarche si artistique, esthétique, on va dire. Et du coup, ce petit côté esthétique, ça rajoute dans la subjectivité. C'est comment parler du beau, comment défendre le beau et comment même manager quand le beau s'en mêle. Moi, j'ai eu dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler dans des agences de publicité où du coup, là, le beau en fait est partout. Et alors là, pour le coup, le management, le recrutement, c'est assez, je trouve, un exercice très délicat parce que en fait, c'est essentiellement du soft skills, et là, ça devient encore plus compliqué, je pense, que pour une équipe de designers où on peut quand même se raccrocher à un process, on peut se raccrocher quand même, tu vois, des outils, ce genre de choses. Mais c'est vrai que le soft skills est dans l'équilibre aussi important que les hard skills. D'accord, ok. Euh, donc là, maintenant, Michael, nous arrivons au terme de l'interview et j'aimerais te laisser en fait le mot de la fin et que tu partages avec nous ta conclusion sur ces centaines de recrutements que tu as fait chez Doctolib et précédemment. Eh ben que c'est fondamental le recrutement, la qualité intrinsèque des talents a un impact sur la qualité des réalisations. Mais en fait, ce qui est encore plus important et qui est encore plus challengeant, c'est de créer un groupe. Voilà, créer un groupe de gens qui s'entendent bien, qui collaborent bien, qui sont prêts à s'entraider et tout, etc. Et ben c'est là où la magie opère. C'est là où on décuple complètement le potentiel d'un groupe.
Et en fait, trouver les bonnes personnes pour intégrer et construire ce groupe-là, c'est un vrai job. C'est un vrai job presque à temps plein. Mais c'est un temps qui n'est pas perdu. C'est un temps qui est nécessaire. Et moi, c'était vraiment au fil des mois de construire cette équipe et de voir la qualité de ce qu'on faisait au fil des mois. Voilà, j'avais aucun regret en tout cas sur le temps passé. C'est assez épuisant parce que effectivement c'est beaucoup de temps. Et ce qui est encore plus frustrant en tout cas quand on est dans la tech, c'est que ça s'accompagne aussi d'un turnover important. Donc en tant que manager d'équipe tech, faut garder la foi. Il faut, je pense, pas hésiter aussi à sous-traiter quelques entretiens, bien sûr, aux managers ou à des équipes intermédiaires. Mais je pense que pour garder la cohérence quand même du groupe, voilà, c'est quand même bien d'être un moment ou un autre dans le process, même si c'est 20 minutes, une demi-heure, pour voilà faire un petit catch-up et de sentir un peu la personne. Donc voilà, c'est primordial, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais au final, voilà, si on a cet objectif de construire un groupe uni, soudé, c'est fondamental. C'est comme une équipe de foot un peu, hein. Donc il y a des gens, je sais pas, il y a des footballeurs très connus qui n'ont pas été sélectionnés en équipe de France. Je pense que c'est aussi à cause de ça, hein. C'est qu'il fallait qu'il y ait une cohérence dans le groupe. Et c'est un peu ce qu'on fait, hein, c'est qu'on construit des équipes de sport, hein, parce que du coup, on a quand même pas mal de challenges à relever, quoi. Tu disais à l'instant que tu déléguais souvent le recrutement. C'est quelque chose que tu faisais couramment, de le déléguer auprès des head of design ou des lead designers? Complètement. Alors effectivement, je pense que de toute façon, l'équipe grossissant, c'est obligatoire, hein, pour qu'ils fassent déjà des premiers tris, des premières rencontres. Et puis voilà, après il y a tout bêtement les moments où il y a des congés ou voilà, ce genre de choses. Donc on est de toute façon obligé de sous-traiter. Et puis de toute façon, c'est aussi des profils qui sont suffisamment seniors et qui veulent le faire, voilà, d'être maîtres des équipes avec elles vont travailler d'un point de vue opérationnel au quotidien. Ce que je fais quand même, c'est qu'au début, avant de lancer vraiment un passage de relais, je fais quand même pas mal d'entretiens où on est là tous les deux, parce que voilà, je pense que l'entretien, la mécanique de l'entretien, enfin respecter le timing d'une heure, respecter, il y a pas mal de petites choses qui s'apprennent aussi beaucoup par observation. Moi, je crois beaucoup à ça. En tout cas, moi, j'aurais adoré, voilà, à une époque, être invité à des entretiens de recrutement, mais un peu en shadowing, en fait, juste en disant, voilà. Et donc, voilà, c'est des choses que je fais souvent au début, et puis petit à petit, de passer le relais aux équipes. Voilà. Encore une fois, l'idée, on peut pas perdre de temps en fait à prendre des profils qui vont mal s'intégrer dans l'équipe. On peut pas. Là, c'est vraiment une concession que je peux pas faire parce que le temps que la personne arrive, qu'on l'onboard, qu'elle commence à bosser, qu'on commence à se rendre compte que finalement ça le fait pas, ça le fait ou ça le fait pas. Ok, première période d'essai, on arrive à la fin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, ça crée du bruit, hein. Tout ça, ça crée des meetings. Tout ça, ça crée du doute et tout ça. Ok, bon, on va renouveler sa période d'essai. Ok, on renouvelle sa période d'essai. Du coup, la personne, elle a le doute. Elle se dit, oh là là, mais ça veut dire est-ce que je vais être retenu? Du coup, la personne commence à rechercher un taf à côté. Du coup, elle est moins engagée dans son truc. Et du coup, c'est un cercle un peu vicieux et voilà, ça peut se terminer où effectivement, à la fin même pas au milieu de deuxième période d'essai, la personne part. On a perdu 6 mois. On a perdu 6 mois, on a perdu une énergie colossale, ça épuise les gens, ça démotive les gens, enfin c'est catastrophique sur tous les plans. Donc je préfère vraiment passer du temps, faire ça bien, et je sais que le temps que je vais passer pour bien recruter sera de toute façon inférieur au temps et à l'énergie que j'aurais perdu si je fais ça par-dessus la jambe. D'où
l'ambition effectivement de bien former, de bien accompagner les seniors, les head-off sur la partie recrutement. D'accord, super. Petite question, j'imagine que chez Doctolib, il y avait d'autres départements avec des managers. Est-ce que toi ou les autres, vous réunissiez pour partager en fait les manières que vous recrutiez et partager les bonnes pratiques et puis également les erreurs. Vous parliez aussi peut-être des black holes. Alors, c'est une très bonne question et en vrai, pas beaucoup. Chaque expertise, effectivement, avait un peu sa manière de faire. Après, le point commun, c'était l'équipe de Talent Acquisition. Donc, pour le coup, eux étaient très, très... vraiment, enfin, on avait atteint un niveau de professionnalisme là quand je suis parti qui est très, très élevé, donc ça a encore augmenté depuis, j'imagine. Mais sur les suivis, les data, les méthodos, les process, les retours d'expérience, les churns dans l'équipe et tout, etc. Je pense qu'après, entre le recrutement d'un dev, d'un expert marketing, d'un designer, c'est quand même un petit peu différent sur la partie hard skills. Après, sur la partie soft, je sais pas. J'ai l'impression que je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité aussi du manager et de sa sensibilité. Donc je pense que moi c'est aussi lié peut-être à ma personnalité. Après, est-ce qu'on aurait pu le faire plus? Oui, sûrement. En vrai, là, comme ça fonctionnait très bien. Donc, Ok, d'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Michael, d'avoir participé à cette interview, d'être venu sur Design Plus pour t'exprimer sur ce sujet qui est aussi important dans les teams design et dont on parle pratiquement jamais. C'était vraiment très sympa. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour la fin ? Merci à toi Laurent pour l'invitation et donc effectivement de creuser un peu ce sujet-là qui me paraît important. Il y aura donc l'article en parallèle et puis surtout moi je le dis souvent quand je suis comme ça sur des podcasts, moi ma boîte mail elle est ouverte sur LinkedIn. Tous les commentaires que vous ferez sur Medium, j'y répondrai, etc. Je pense que on deviendra plus fort collectivement si on se partage un peu voilà ces retours d'expérience, ces petits tips au quotidien. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à venir m'en parler. Ah, dernière question avant de nous séparer. Est-ce que tu as déjà fait des conférences avec d'autres directeurs design sur le recrutement justement dans les teams design ? Sur le recrutement dans l'équipe design, non, c'est vraiment la première fois où je mets à plat un peu ce retour d'expérience. Bon bah voilà, la bouteille à la mer est lancée, donc si vous avez besoin, que vous souhaitez que Michael participe à une conférence sur le recrutement dans une équipe design, eh bien il est là. Eh ben écoute, à voir s'il y a des gens que ça intéresse. Merci encore à Michael d'avoir partagé son expérience et ses précieux conseils dans Design Plus. Je suis sûr qu'avec cet épisode, vous allez peut-être revoir votre stratégie sur le recrutement ou bien vous positionner différemment lors d'un prochain entretien d'embauche. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs. Je vous invite aussi à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa. Si vous êtes une entreprise que vous souhaitez communiquer sur Design Plus, c'est tout à fait possible. Je suis à la recherche d'un partenaire financier pour le développement de mon podcast. Je vous invite à me contacter via l'email que vous trouverez dans la description de chaque épisode. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut!